la part des choses, parce que l'enfant, quand il a un œil rouge, il atterrit dans le cabinet ou aux urgences pédiatriques dans un hôpital, et le pédiatre, il est censé faire la part des choses. Et madame, on trouvera mieux. On ne trouvera pas mieux qu'un chef de service d'ophtalmologie pédiatrique pour nous apprendre ça. Merci. Voilà. Merci Samira. Je remercie les organisateurs, tout le bureau, bien sûr mon ami Dr Samira Sraoui, de m'avoir invité aujourd'hui pour vous parler d'un sujet d'ophtalmopédiatrie, pas vraiment spécifique à l'ophtalmopédiatrie, puisque l'œil rouge c'est banal, on va dire, mais c'est pas si banal que ça. Et puis il y a des situations effectivement chez l'enfant qu'il faut connaître. Donc comme vous le savez, c'est un motif fréquent de consultation, notamment en ophtalmologie et j'imagine aussi en pédiatrie. Souvent banal, mais pas toujours, attention. Le diagnostic positif, on n'a pas besoin d'examen complémentaire. Souvent la clinique nous oriente très bien. Et les étiologies sont multiples. On verra sur un petit rappel anatomique pourquoi. Souvent bénignes, mais attention aux signes de gravité qu'il faut connaître, donc éliminer une urgence. Et surtout certaines causes spécifiques de l'enfant qui peuvent engager le pronostic visuel de manière assez grave. Donc je rappelle un petit peu l'œil, c'est toujours important de rappeler l'anatomie. Donc le globe oculaire, derrière les deux paupières, supérieure, inférieure, avec le bord de la paupière, les cils qui sont bien orientés, qui s'éloignent de la surface oculaire. Cette même surface oculaire, elle est formée par la cornée, qui est une sorte de verre de montre, qui est la fenêtre à travers laquelle l'œil va voir. Et donc derrière ce qu'on voit ici en bleu, nous c'est plutôt le marron, on va dire, c'est l'iris, et la pupille, le trou au centre. La surface, je reviens à la surface, donc la cornée transparente, et puis de la cornée est enchâssée dans la sclère, qui forme la tunique externe de l'œil, et puis sur cette sclère, il y a la conjonctive, où l'épithélium est différent de l'épithélium cornéen. Donc au niveau du limbe, il y a une barrière anatomique et physiologique entre ce qui est cornée transparent avasculaire et ce qui est conjonctive, plutôt vascularisée, un tissu. Alors la conjonctive, elle est transparente, on voit juste les petits vaisseaux rouges qu'on voit chez tout le monde, mais elle est transparente et elle laisse voir le blanc de l'œil, c'est-à-dire la sclère. Donc ici, on a une hyperémie représentée sur ce dessin, où on voit l'hyperémie, c'est la dilatation des vaisseaux, qui peut toucher la conjonctive qu'on appelle bulbaire, c'est-à-dire qui colle sur la sclère, par opposition, donc c'est ça la conjonctive bulbaire, et qui se continue au niveau du cul-de-sac conjonctival par la conjonctive tarsale. Donc, et pour voir la conjonctive tarsale, il faut éverser les paupières pour la voir. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi concernant l'hyperémie va faire que cette conjonctive va devenir plutôt rose, plutôt visible, elle peut même gonfler, et donc c'est pour ça que l'œil devient rouge. J'ai représenté également ici tout le globe oculaire, mais le segment antérieur, tout ce qui touche le segment antérieur va pouvoir donner un œil rouge. Donc il n'y a pas que la conjonctive, certes c'est les causes les plus fréquentes, mais il y a aussi les kératites, c'est-à-dire la cornée, mais également à l'intérieur de l'œil, l'inflammation du segment antérieur, c'est-à-dire les uvéites. Alors, on passe directement donc à ce qui nous concerne, c'est-à-dire la clinique. Qu'est-ce qu'on va faire devant un patient ou un petit enfant qui a un œil rouge? D'abord, il faut demander quels sont les antécédents ophtalmologiques et généraux pour s'orienter. Le contexte de survenue, est-ce qu'on est devant un contexte traumatique par exemple, ou autre, et puis reconnaître les signes de gravité. Donc les antécédents, on va voir, est-ce que c'est un enfant qui fait des yeux rouges à répétition? Est-ce que c'est le premier épisode? Est-ce qu'il y a un larmoiement chronique? Est-ce qu'il y a un port de lentilles? C'est vrai que ce n'est pas fréquent chez l'enfant, mais on en voit de plus en plus, notamment les préadolescents et l'adolescent, et surtout les filles. Un terrain atopique connu, une maladie générale connue, notamment une arthrite juvénile idiopathique, un diabète ou autre. Une chirurgie oculaire, ce n'est pas fréquent chez l'enfant, mais ça peut exister, donc il faut demander aussi, est-ce que c'est un œil qui a été opéré? Le contexte, donc ça peut être un traumatisme, donc un contexte accidentel. Là, on ne va pas parler du contexte traumatique. Donc, vous avez un traumatisme ou une suspicion de traumatisme, plaie, contusion, projection de produit. C'est l'avis ophtalmologique d'emblée. On ne rigole pas avec un petit traumatisme, même s'il semble petit. Ça peut être une petite épine végétale
qui touche l'œil, et si c'est négligé, on peut se retrouver avec des complications gravissimes par la suite. Donc là, c'est l'ophtalmo, je vous donne juste quelques photos de une petite plaie de paupière, et on doit chercher est-ce qu'il n'y a pas une plaie sous-jacente du globe oculaire, là on a un gros corps étranger dans la cornée, une plaie de cornée, etc. Donc ce que je voudrais que vous reteniez, l'œil parfois n'est pas vraiment rouge. Il ne faut pas s'attendre toujours devant un traumatisme à un œil rouge et douloureux avec baisse d'acuité visuelle. Une petite plaie peut se colmater et être indolore, ne pas donner forcément un œil rouge et ne pas donner forcément une baisse d'acuité visuelle. Donc à chaque fois qu'on a un traumatisme avec notamment un agent tranchant, il faut faire examiner par l'ophtalmo en urgence. Ça n'attend pas. Donc en dehors de ce contexte traumatique, on va voir est-ce que c'est un contexte d'épidémie de conjonctivite. On en connaît depuis de temps en temps comme ça des épidémies de souah. Donc est-ce qu'il y a eu un comptage dans l'environnement? Est-ce qu'il y a une épidémie connue? Est-ce qu'il y a des signes ORL? Souvent les enfants, quand ils font des infections ORL, vont faire aussi par continuité une infection, une conjonctivite. Est-ce qu'il y a des signes cutanés? On va voir quelques pathologies cutanées qui peuvent donner des signes de conjonctivite ou de blépharite. Et puis, est-ce qu'il y a des signes généraux aussi? Je ne vais pas parler de tout ce qui peut donner un œil rouge comme maladie générale, notamment chez l'enfant, mais toutes les viroses en général peuvent donner une atteinte conjonctivale. Alors, les signes de gravité, ça, il faut absolument retenir. C'est un peu comme chez l'adulte, sauf que c'est un petit peu particulier chez l'enfant. On ne peut pas déterminer la douleur, la désacuité visuelle chez l'enfant. Donc, douleur, si l'enfant est très photophobe, vous n'arrivez même pas à voir l'œil, tellement il ferme les yeux, s'il larmoie, donc ça veut dire qu'il y a des signes irritatifs, photophobie, blépharospasme, larmoiement. Ça veut dire que c'est pas banal, que c'est pas une conjonctivite uniquement, que c'est peut-être autre chose de grave. Donc ça, c'est des signes de gravité. La baisse d'acuité visuelle, quand c'est un grand enfant, on va pouvoir le voir. Puis la douleur, quand l'enfant hurle de douleur ou se plaint ou attrape son œil. Donc là, il faut tirer la sonnette d'alarme. Donc la fonction visuelle, soit c'est un grand enfant et vous allez pouvoir chiffrer l'acuité visuelle avec des orthotypes adaptés, les images, les E pour les plus grands. Mais quand c'est un nourrisson, on peut faire la réaction d'occlusion monoculaire et voir sa réaction. Quand on occlue l'œil qui est le seul voyant, ben, il ne va pas être content, bien sûr. Donc là également, attention, c'est un signe d'alarme. Alors sinon on va passer à l'inspection, donc on va voir est-ce qu'il y a un œdème palpébral, est-ce qu'il y a une rougeur, bien sûr, et sa topographie, là on voit carrément que la conjonctive est gonflée, ce qu'on appelle un chémosis, on voit des sécrétions, comment elles sont, de quelle couleur elles sont, est-ce qu'elles sont juste muqueuses ou purulentes, on peut tirer la paupière inférieure notamment et voir s'il y a des sécrétions, on peut chercher des chalazions, donc c'est inflammation des glandes de mébomus, ces petites glandes qu'on a dans l'épaisseur de la paupière qui peuvent s'inflammer, se boucher et s'inflammer. Donc j'ai énuméré ici un petit peu grossièrement les étiologies en mettant un code couleur pour les choses qui peuvent être banales, comme les conjonctivites et les hémorragies sous-conjonctivales. Il y a quand même quelques signes d'alarme qu'il faut connaître dans ces situations, mais c'est souvent banal. Les blépharites et les sclérites, épiscléries, c'est souvent, on va dire, pas trop grave, mais il y a des situations où ça peut être grave. Et puis les plus graves, les kératites, surtout quand elles sont profondes, dans l'épaisseur de la cornée. Et bien sûr les uvéites, c'est toujours sérieux, c'est jamais banal. Alors les conjonctivites, on va parler essentiellement des conjonctivites infectieuses, qu'elles soient bactériennes ou virales, avec les deux causes les plus fréquentes comme l'adénovirus et l'herpès, et les allergies. Donc c'est vraiment le pain quotidien de l'œil rouge chez l'enfant, on va dire. Donc la conjonctivite bactérienne, c'est typiquement la présence de sécrétions qui collent le matin, une gêne plutôt modérée, c'est pas la grande photophobie, la douleur, c'est gênant, il y a un larmoiement réactionnel. Parfois, surtout chez l'enfant, l'œdème palpébral est vite là, donc ça gonfle très vite chez l'enfant. Et l'hyperémie conjonctivale est plutôt diffuse, hein, ça touche tout le corps. Parfois, on a un chémosis aussi. La conjonctivite virale, donc il y a le contexte épidémique qui est souvent évident. On peut avoir, donc ça c'est pour l'adénovirus, mais on peut avoir aussi le molluscum contagiosum qui peut donner des conjonctivites. Et puis toutes les viroses de l'enfant peuvent s'accompagner d'une atteinte oculaire. Alors, la conjonctivite à adénovirus, souvent ça commence unilatéral, puis rapidement elle va se bilatéraliser parce que l'enfant va se contaminer l'autre œil.
Et il faut savoir que l'enfant reste contagieux jusqu'à 2 semaines après les premiers signes. Donc, on verra dans la prise en charge, c'est très important. Il y a une hyperémie conjonctivale et un chémosis souvent assez important, parfois un œdème palpébral également important. On peut voir des petites hémorragies sous-conjonctivales, soit massives comme ça, c'est rare, mais parfois c'est juste de petites pétéchies, pas toujours évidentes à voir à l'œil nu. L'adénopathie prétragienne très très typique et très, qui oriente vers l'adénovirus, donc on pose juste la main, on voit est-ce qu'il y a une adénopathie. Et souvent on a des signes ORL associés, parfois gastro-intestinaux également, on peut voir même carrément de la fièvre. Alors c'est souvent banal, mais parfois il y a des petites complications qu'il faut reconnaître. Quand on a des pseudomembranes, qui dit pseudomembrane, risque de fibrose et de symbléphane, donc de complications plutôt importantes au niveau de la surface oculaire. Et on peut avoir également des kératites, une atteinte cornéenne, là également, ça complique, puisque l'atteinte la plus fréquente dans l'adénovirus, l'atteinte cornéenne la plus fréquente, c'est les infiltrats cornéens qui sont immunologiques, et si elles touchent, c'est des petites taches blanches, qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, mais qui peuvent être source de flou visuel, de baisse d'acuité visuelle. Donc ces deux situations, c'est les ophtalmos qui les gèrent. Donc là, sinon, la prise en charge, c'est surtout la prévention, notamment autour de l'enfant. L'éviction, donc il faut qu'il y ait un arrêt de la scolarité pour qu'il n'y ait pas d'épidémie au niveau de l'école. Les règles d'hygiène, donc lavage des mains et linge personnel avec le Covid, donc c'est simple, on leur dit, vous faites comme dans le Covid, vous désinfectez toutes les surfaces que touchent les mains dans la maison, ça peut être les interrupteurs, les robinets, les poignées de porte, les télécommandes et tout ça. Donc il faut savoir que l'adénovirus peut rester actif et contagieux jusqu'à 3 semaines sur une surface sèche. Donc c'est vraiment un virus coriace. Et c'est très très contagieux. On lave les yeux fréquemment, donc pour éliminer au maximum le virus. Et on donne un antiseptique localement, donc à la phase aiguë, ça peut être la désomidine, du Softal, quelque chose comme ça, donc pour pas forcément pas forcément un antibiotique, et surtout pas de corticoïdes, parce que c'est un virus, et ça va prolonger la durée de réplication du virus, et donc la contagiosité du patient. Les corticoïdes sont prescrits uniquement en cas de présence de pseudomembrane ou d'infiltrat cornéen, et ça sera uniquement par l'ophtalmo, parce que c'est lui qui va pouvoir gérer cette corticothérapie et la surveiller. Donc pas de corticoïdes prescrits par le généraliste ou par le pédiatre. Alors là, le deuxième virus également très fréquent, c'est l'herpès. C'est souvent une primo-infection herpétique typique avec des vésicules, etc. au niveau des paupières, des signes inflammatoires importants, parfois une fièvre. Et quand on a une kératite, souvent une kératite épithéliale, ça va ressembler à ça, c'est-à-dire un aspect dendritique typique. Et le traitement, c'est des antiviraux par voie générale. Et ça, c'est connu, ça, on l'a appris à la fac de médecine. C'est la seule contre-indication absolue des corticoïdes. Pourquoi? Parce qu'une goutte sur ça peut perforer l'œil. Donc pas de corticoïdes. L'ophtalmo peut donner des corticoïdes dans l'herpès dans certaines indications bien spécifiques, sous surveillance, sous couverture antivirale, mais on retient que c'est une contre-indication absolue aux corticoïdes. Alors maintenant, selon l'âge, chez l'enfant entre 2 et 10 ans, c'est souvent bactérien, donc, et souvent en rapport avec une infection ORL, donc hémophilus, streptocoque, staphylocoque. La durée d'incubation et de contagiosité, c'est une petite semaine, c'est souvent banal. Le traitement, ça va être en fonction de la présence ou non de facteurs de risque et de critères de gravité. Le facteur de risque, c'est le monophtalme et le porteur de lentilles de contact. Attention, le port de lentilles de contact, une infection sous lentilles de contact, ça n'a rien de banal. C'est vraiment grave. Donc, dès qu'on a un enfant ou un adolescent qui porte des lentilles et qui a un œil rouge, c'est l'ophtalmo en général, parce qu'on peut avoir des infections assez graves. L'immunodéprimé, bien sûr, diabétique, corticothérapie locale en cours, une chirurgie oculaire récente, là également, ça peut être gravissime. Les critères de gravité, c'est on a des sécrétions très abondantes, purulentes, un œdème palpébral, un chémosis important, des signes de kératite, c'est-à-dire douleur, photophobie. Là, c'est des critères de gravité. Donc, en l'absence de ces facteurs de risque ou de critères de gravité, ça, on peut se limiter au lavage au sérum et au antiseptique local, en présence de critères de gravité. Donc, c'est bien sûr toujours le lavage, mais on va ajouter un antibiotique. Les 2 antibiotiques qu'on utilise le plus souvent chez l'enfant, l'azithromycine,
C'est très pratique parce que c'est une goutte matin, une goutte le soir pendant 3 jours, comme le Zitromax. C'est la Ziter ou la tobramycine, donc Tobrex. Et là, il faut mettre plus de gouttes, donc 4 fois par jour et pendant 7 jours. C'est vrai que chez l'enfant, parfois c'est un peu compliqué pour les parents de mettre des gouttes. Donc voilà, donc, si vraiment les parents vous disent non, il va à l'école, je ne peux pas mettre une goutte toute la journée, ben, la Ziter peut résoudre le problème. Alors, chez les nourrissons, donc rougeur oculaire, larmoiement, sécrétion. Là également, on donne un antibiotique, c'est pas comme chez le grand enfant. Et quand ça récidive, il faut rechercher une perforation des voies lacrymales. Souvent, ça se manifeste pas uniquement par des conjonctivites de répétition, mais également par un larmoiement clair chronique. Alors, la situation également que vous connaissez tous, c'est la conjonctivite néonatale. Ça, c'est grave. Pourquoi? Parce que les facteurs de risque, c'est les infections génitales chez la mère, bien sûr, et les problèmes au cours de l'accouchement, donc soit un traumatisme, soit une rupture précoce des membranes, donc avec une infection materno-fœtale. Ce qu'on craint, bien sûr, c'est ces 2 germes, le gonocoque, le chlamydia. Le gonocoque, c'est extrêmement grave. L'atteinte est souvent bilatérale et le risque, c'est la fonte purulence, si on ne fait rien. C'est une conjonctivite, certes, mais qui peut rapidement entamer la cornée, donc à perforer et donner une panophtalmie avec une perte visuelle et même parfois anatomique. Ça débute très tôt, donc au cours des premiers jours de la vie, et ça se manifeste par des sécrétions jaunâtres, un œdème palpébral, des fausses membranes et ainsi de suite. Et donc il faut rechercher une atteinte systémique à gonocoque, que ce soit chez l'enfant ou chez la mère. Le traitement est par voie générale, c'est des céphalosporines de 3e génération par voie intraveineuse, localement les quinolones, et bien sûr en préventif une goutte d'antibiotique à la naissance. Avant on donnait d'Arifa en piscine, on ne peut plus le donner, on donne du Tobrex en général. Et bien sûr la prévention, c'est le traitement des IST chez la mère. Le deuxième germe également de la conjonctivite néonatale, c'est le chlamydia. Il débute un peu plus tard, donc la 2e semaine, dans la 2e semaine de vie. Et là également, c'est des conjonctivites assez cognées, on va dire, mais de meilleurs pronostics par rapport au gonocoque. Mais on peut avoir également des séquelles cornéennes. Donc là également, il faut traiter de manière énergique. Par un traitement par voie systémique, par l'érythromycine, et local par les quinolones, et donc traiter les parents également. Alors on passe à un autre registre également très fréquent chez l'enfant et de plus en plus, c'est les conjonctivites allergiques. Donc, et là on le voit, c'est des antécédents, la déformation de la cornée et le kératoconus. Donc le prurite, la rougeur, l'armement, photophobie, parfois on a cet aspect de phoptosis, c'est-à-dire la cornée est tellement inflammée qu'elle ne s'ouvre pas correctement, sensation de brûlure, parfois de corps étranger. Quand on éverse la paupière, on a cet aspect de papille conjonctivale, assez typique, l'hyperémie, l'échémosis parfois. Et il faut, devant toute conjonctivite allergique, savoir est-ce qu'il y a une atteinte cornéenne ou pas, donc est-ce qu'il y a une kératoconjonctivite ou une conjonctivite simple. Donc, et on distingue quand il y a uniquement la conjonctivite, les conjonctivites saisonnières, qui sont donc, typiquement provoquées par des allergènes saisonniers, donc les graminées, les herbacées, etc. Donc, selon le calendrier de la pollinisation qui diffère d'un pays à l'autre, qui diffère parfois d'une année à l'autre, selon la pluviométrie, etc. Donc là, les manifestations sont aiguës, souvent printemps-automne en fonction de l'allergène, souvent associées à d'autres manifestations allergiques. Le prurite est important, le l'œdème palpébral également important, l'errement, l'hémosis, c'est très bruyant. À l'opposé, c'est un peu différent pour la conjonctivite perannuelle où l'allergène est présent toute l'année, donc les poussières, les acariens, etc., les tanières d'animaux. La symptomatologie est plutôt chronique, moins bruyante, mais on peut avoir des exacerbations si on a une forte exposition à l'allergène. Ça, donc, je ne vous apprends rien. Le traitement, mesure d'hygiène, corriger, donc une correction optique peut également être un facteur d'aggravation, donc il faut corriger l'enfant, même si c'est une petite amétropie. Il faut éviter l'allergène autant que possible, quand c'est un pollen, quand c'est quelque chose de très spécifique qu'on peut éviter, mais parfois c'est pas possible. Lavage au sérum physiologique, au moins 2 fois par jour, quasiment toute l'année, surtout si c'est une paire annuelle.
les antidégranulants mastocytaires, les antihistaminiques, par voie locale. Par voie générale, s'il y a d'autres manifestations allergiques, c'est-à-dire sur la conjonctivite seule, il n'y a pas d'intérêt à mettre un antihistaminique par voie générale. L'antihistaminique local est suffisant. Et pour ces deux produits, on a souvent des produits sans conservateur. Donc, comme c'est des patients qui vont avoir des traitements au long cours, il faut éviter le conservateur sur lait qui lui-même irritant et parfois allergisant. Alors, jamais de corticoïdes dans ces formes d'allergie. Pourquoi? Parce que comme c'est chronique, ben, l'automédication est vite prise et on aboutit sur des complications gravissimes avec parfois des cécités. Alors, la situation qui est plutôt grave et que vous devez également connaître et qui nécessite une prise en charge spécifique ophtalmologique, c'est la kératoconjonctivite vernale. C'est une forme grave d'allergie, également à IgE médiée. Elle est donc sur la plan symptomatologie, c'est une photophobie très importante, un prurite très important, c'est des sécrétions le matin filamenteuses. Ils vous disent, les patients, c'est comme des fils qu'ils retirent de la conjonctive. Et l'enfant est tellement photophobe qu'il est parfois déscolarisé, il n'arrive pas à partir à l'école. Et ça, c'est vraiment un problème grave de la kératoconjonctivite. Ça va se manifester par des papilles géantes, parfois, là c'est impressionnant, mais parfois c'est un peu plus petit que ça. Et parfois des formes limbiques, donc ce limbe qui s'inflamme avec ces granulations, mais pas toujours. Mais dès qu'on a une atteinte cornéenne, avec des papilles qui dépassent les 1 mm, on parle de kératoconjonctivite vernale. Le risque, c'est d'avoir cette atteinte cornéenne qui est sous forme d'ulcère, ce qu'on appelle l'ulcère vernal, ou de plaque vernale carrément. Et ça, ça demande un traitement. Quand c'est une plaque, un traitement chirurgical, il faut l'ablation, il faut un traitement énergique anti-inflammatoire. Les mesures d'hygiène, pareil. La protection solaire est très importante chez ces enfants. Il faut qu'ils soient toujours en casquette lunettes solaires. Éviter s'il y a un allergène, mais on n'a pas toujours un allergène sous-jacent, c'est parfois allergique, parfois non. Le traitement comme pour les anti-allergiques, mais souvent on a recours aux corticoïdes, mais là il faut taper fort et court, parce que si on laisse des corticothérapies au long cours et que l'enfant, les parents aussi comprennent que c'est les corticoïdes qui soulagent, ben on les récupère avec des cataractes et des glaucomes parfois graves. Donc il y a une cortico-dépendance, on passe à la cyclosporine en collyre, et ça rend énormément service à ces enfants. Il faut savoir aussi que ces enfants vont s'améliorer à la puberté. Donc il faut passer cette période sans dégâts sur la cornée. Il faut les faire arriver à l'adolescence, à la puberté, en gardant leur cornée intacte. Donc sinon, si on s'amuse à donner des corticoïdes parce que c'est la facilité, ou si les parents automédiquent l'enfant par la corticothérapie, c'est les complications. La moins grave, c'est la cataracte, parce qu'on peut la traiter, mais la plus grave, c'est le glaucome. Parfois, ils arrivent avec une atrophie papillaire complète et une cécité, parfois bilatérale. Donc, pas de corticoïdes topiques, sauf si l'ophtalmo, et même l'ophtalmo ne doit pas pratiquer ça de manière cavalière, on va dire. Il faut qu'il se soit bien dosé, taper fort, pour et prendre le relais par la cyclosporine dès que ça devient corticodépendant. Alors les bléphaриtes, inflammation de la paupière, du bord de la paupière, ça peut être une infection bactérienne, staphylocoque ou autre, et souvent c'est un dysfonctionnement des glandes de Meibomus. Je voulais mettre une photo pour les glandes, mais j'ai oublié. C'est ces petites glandes qui sont dans l'épaisseur de la paupière, qui sont multiples en haut et en bas, et qui, quand elles se bougent, elles donnent cet aspect de chalazion énorme, donc c'est inflammatoire, c'est pas infectieux. La paupière, donc, mais quand c'est juste une blépharite, la paupière est rose un petit peu. On les voit chez des enfants qui ont le teint clair, qui ont des paupières un peu roses, et c'est des blépharites. On peut avoir des croûtes aussi à la base des cils. Et dès qu'on a des chalazions en répétition, il faut que ça tire la sonnette d'alarme. Enfant qui fait des chalazions en répétition, c'est une rosacée. Donc c'est ce dont je voulais vous parler. Ça peut être grave également. Ça peut être banaliser une blépharite, un orgelet ou un chalazion de temps en temps, mais ça peut devenir grave parce que l'atteinte cornéenne est possible avec ces infiltrats et cette néovascularisation qui peut aller jusqu'à la perforation. On a vu des enfants qui sont venus avec une perforation, avec une iris qui sort,
Pourquoi? Parce qu'ils ont une blépharite qui a traîné chez des ophtalmos, et non pas chez le pédiatre, hein, qui est mal géré. Donc, dès que vous avez ils viennent un peu comme ça. Ça, cet enfant, c'est après traitement qu'elle a pu ouvrir les yeux. Elle est toujours photophobe, larmoyant. Cet enfant a des chalazions un petit peu partout, c'est énorme. Et puis, quand on examine de plus près, on a des petites vésicules, ce qu'on appelle la conjonctivite flicténulaire, qui est assez spécifique également. Et puis, quand on regarde bien, il y a un infiltrat cornéen inflammatoire. Et cet infiltrat va appeler des néovaisseaux. Donc, on a dit que la cornée, pour qu'elle soit transparente, il faut qu'elle reste avasculaire. Donc, dès qu'on a des néovaisseaux, et ça devient opaque. Donc, c'est vraiment, il y a un pronostic visuel en jeu. Donc, dès que vous avez un enfant qui se plaint de chalazion en répétition, qui a un petit peu les paupières roses comme ça, qui a parfois la peau un petit peu érythémateuse, parfois une éruption, pensez à la rosacée oculaire. Ça se traite très bien, ça guérit chez ces enfants par les soins de paupières, chauffer et masser la paupière. Pourquoi chauffer? Parce que les sécrétions des glandes de mébonus sont un petit peu épaisses et il faut donc les ramollir et appuyer dessus pour évacuer les glandes de mébonus, comme un petit peu ce qu'on fait dans d'autres glandes. Et le traitement par l'azithromycine est sur plusieurs semaines, donc entre 3 et 4 mois de traitement de fond. Et ça répond très très bien. Alors les kératites, juste un petit mot. Donc c'est une inflammation, une atteinte de la cornée. Ici on voit une opacité, une ulcération, mais ça peut être superficiel et donc difficile à voir à l'œil nu, mais ça peut être également une opacité plus ou moins centrale. C'est un pronostic, c'est un mauvais pronostic notamment quand c'est central. Attention au port de lentilles, font des kératites amibiennes catastrophiques et parfois des kératites bactériennes également, BGN également très très mauvais pronostic. Les autres facteurs de risque, les traumatismes, les érosions cornéennes récurrentes. Donc soit on voit un petit point blanc ou une tache, soit la kératite est superficielle, la cornée est encore transparente, mais la symptomatologie est bruyante. Donc ça peut être traumatique, donc un coup d'ongle, une lentille de contact, un traumatisme même minime. Ça peut être, il faut penser à l'herpès, les kératites, on pense souvent à l'herpès. Elle peut être bactérienne ou fongique, notamment chez le porteur de lentilles, une amibe. Donc là, c'est une prise en charge ophtalmologique parce que le risque, si on ne fait rien, ça peut perforer, on peut avoir une endophtalmie. Donc, alors les uvéites, également, diagnostic grave. C'est une inflammation de la chambre antérieure, parfois associée à une inflammation du segment postérieur qui ont fait le pronostic. Alors, la rougeur, elle est donc présente, et une photophobie importante et une douleur profonde. La douleur ciliaire, elle est un petit peu différente de la douleur superficielle. La douleur superficielle, c'est comme quand on a un moucheron dans l'œil, un corps étranger. La douleur ciliaire, c'est comme quand on a un petit peu une migraine, une douleur derrière l'œil. Chez l'enfant, c'est pas toujours évident, mais dès que vous avez un enfant photophobe, il faut faire un examen ophtalmologique. Il n'y a pas de sécrétion dans l'uvéite. Il faut chercher ce qu'il y a une cause générale, donc soit infectieuse, soit inflammatoire. Alors, dans l'arthrite juvénile idiopathique, le message que j'ai, c'est que l'uvéite n'est pas bruyant. Souvent, l'œil est blanc, l'enfant ne se plaint de rien, et quand il vient, il est déjà au stade de complication. Donc, pensez devant une arthrite juvénile idiopathique, notamment quand c'est un petit enfant, quand c'est une fille, et à faire un examen ophtalmologique systématique et régulièrement selon la présence de facteurs de risque. Les sclérites, épisclérites, j'ai bientôt fini. C'est une rougeur souvent localisée au niveau d'un bouton d'épisclérite. C'est douloureux, c'est traînant, c'est récidivant, ça peut être allergique, ça peut être une maladie de système. Il n'y a pas de sécrétion là également. Alors les hémorragies sous-conjonctivales, c'est impressionnant mais c'est banal. On a de grandes nappes comme ça, localisées ou étendues. Souvent suite à un petit traumatisme par frottement ou pour une surpression, vomissement, valsalva, etc. Alors, ou spontanément. Il ne faut pas s'inquiéter, sauf si on a un doute sur un traumatisme, et là ça peut cacher une plaie de sclère, ça peut être grave, ou bien s'il y a un syndrome hémorragique par ailleurs. Donc si c'est un enfant qui saigne par ailleurs, il faut chercher une cause hématologique. Autrement, c'est banal, ça impressionne, les parents sont paniqués, mais ça... c'est pas alarmant. Alors, je rappelle les situations alarmantes. Le monophtalme, s'il y a une douleur oculaire importante,
s'il y a une notion de traumatisme, même minime, faire un examen ophtalmologique en urgence. Il y a toujours un ophtalmo de garde quelque part. Le port de lentilles de contact, c'est également une situation grave. Un œil rouge sous lentilles de contact, ça n'est jamais banal. Une chirurgie oculaire sur l'œil symptomatique, bien sûr, on craint toujours une endophtalmie. L'immunodépression, donc un terrain particulier, notamment le diabète ou corticothérapie. Un enfant qui est connu, suivi pour une pathologie oculaire, notamment une uvéite ou une maladie de système. Une baisse d'acuité visuelle, une vision double, ou bien s'il n'y a pas de réponse au bout de 48 heures après un traitement antibiotique, on démarre. Donc en conclusion, je me répète encore, les étiologies sont multiples, il faut éliminer un traumatisme, ça n'attend pas, reconnaître les signes et les situations d'alarme, notamment la douleur, la photophobie, les troubles visuels, et surtout ne pas donner une corticothérapie locale intempestive. Je vous remercie. Merci. Professeur Kitani pour cette excellente présentation. Avant de donner la parole à la salle, j'ai des questions. En cas de conjonctivite, la durée d'éviction, c'est bactérienne et virale, éviction scolaire. Un deuxième, parmi les antibiotiques les plus cités, comme les macrolides, oriomycine 1%, parce qu'il est très disponible au centre santé. Donc, alors, je commence par la fin. L'oréomycine, c'est des cyclines, c'est de la tétracycline. C'est en principe contre-indiqué chez l'enfant. Personnellement, quand j'ai commencé à faire de l'ophtalmo, on a prescrit de la tétracycline aux enfants, notamment pour les conjonctivites néonatales où on suspectait le chlamydia, on a eu des problèmes. Mais bon, actuellement, c'est contre-indiqué, même par voie locale. C'est la forme orale qui est contre-indiquée. Là, actuellement, même sur les notices de collyre et de tétracycline, pas chez l'enfant. Moi, personnellement, je trouve que ça se justifie, ça, le traitement local. Je ne pense pas. Je demanderais peut-être au dentiste qui est avec nous. Même les caisons sont contre-indiquées chez l'enfant. Même les caisons sont En local, on les prescrit dans l'AMM. Oui. Alors, pour l'éviction, à mon avis, ça ne peut qu'être bénéfique. Moi, j'aime bien les cyclines. C'est un effet anti-inflammatoire aussi très intéressant. Pour l'éviction, bon, pour une bactérienne, on va dire une semaine. En fait, justement, c'était ça ma question. En fait, madame, par rapport à la prévention du coup chez les nouveau-nés, donc nous avions donc l'habitude de prescrire du Covrex systématiquement, une goutte fois 4 pendant une semaine. Donc là, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être mettre de l'incitaire, voilà, en 2 gouttes pendant 3 jours uniquement? Est-ce que c'est systématique, voilà, en préventif, oui. Alors moi, je ne suis pas d'accord en préventif de faire toute la cure. Une goutte. Une goutte par jour pendant 3 jours. Non, une seule au moment de l'accouchement. Alors, Je ne sais pas si vous avez peut-être d'autres informations. vous avez parfaitement raison. Sauf que, effectivement, on a tendance à le faire pendant les 3 premiers jours après l'accouchement. Voilà, c'est une recette locale et maison. Je pense que c'est pas dangereux, une goutte pendant 3 jours. Mais bon, une goutte est suffisante. Au moins, s'il a une goutte, c'est bon. Et après, s'il revient avec l'œil qui colle. Alors, les imperforations du canal nasal sont très fréquentes. Et ça se résout tout seul dans 90% des cas. Donc plutôt du sérum, lavage fréquent, un petit massage. Éviter de donner trop d'antibiotiques parce que là, ça peut donner... Du lait maternel aucune information à ce sujet. Sondage, il n'y a pas de consensus, mais raisonnablement, si on veut être raisonnable, on va avoir au moins 6 mois, voire 9 mois. Moi, je le fais entre 9 mois et 12 mois. C'est vrai que ceux qui défendent le sondage plus tôt, c'est qu'on peut le faire sous contraction sans anesthésie, sans sédation. Maintenant, c'est des larmements qui vont se résoudre tout seuls dans 90% des cas avant l'âge d'1 an. Donc, je préfère ne pas les toucher. Et si je donne rendez-vous aux parents, à 9 mois, s'ils larmoient, toujours. Je fais un sondage rapide. Le petit massage. Oui, ça aide, le petit massage. Le lavage aide pour qu'il n'y ait pas de surinfection fréquente, pour ne pas trop utiliser d'antibiotiques.
cliniquement, comment on fait la part des choses entre une conjonctivite bactérienne et virale? Parce que le traitement est différent, bien entendu. Je parle ici loco-ophtalmologique. Je ne parle pas de contexte général, fièvre, des signes respiratoires, des signes digestifs qui peuvent être associés dans l'éventualité d'une conjonctivite virale. Est-ce que l'écoulement purulent est synonyme d'une bactérie ou pas? Comme pour les bronchites et tout ça, la surinfection est vite là, dans une conjonctivite virale. C'est vrai que la virale, c'est assez typique, c'est stéréotypé, c'est unilatéral, c'est un contexte épidémique. Au départ, les sécrétions sont muqueuses, elles ne sont pas jaunes ou verdâtres. Et ça colle le matin, il y a une petite adénopathie quand on touche souvent. Et ça se bilatéralise après, et puis il y a d'autres membres de la famille qui sont contaminés ou à l'école. Là, on est dans le contexte de l'adénovirus. Pas obligatoirement d'antibiotiques, sauf si on a véritablement une surinfection, des sécrétions jaunâtres, etc. La conjonctivite bactérienne, c'est moins bruyant, moins d'œdème. Il y a des sécrétions d'emblée jaunes. Il n'y a pas forcément un contexte épidémique. Et là, on donne soit un antiseptique, des lavages quand il n'y a pas de facteur de risque. Mais dès qu'on a peur, monophale, quelqu'un qui a beaucoup de sécrétions d'œdème et tout ça, on donne un antibiotique local. En pratique, on donne toujours des antibiotiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Donc, je commence par le chalazion, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Le chalazion, c'est une maladie, une pathologie inflammatoire, pas forcément surinfectée, parce que c'est une glande qui se bouche et qui s'inflamme. Donc le traitement physique est très important, c'est-à-dire chauffer pendant 10 minutes. Pas forcément une compresse, hein, une serviette, un gant de toilette, avec d'eau chaude, température du bain, pas à peine tiède, mais assez chaud, et chauffer pendant 10 minutes, 2 fois par jour. Puis masser, ce qui marche le mieux, c'est je donne les noms commerciaux, c'est l'association tétracycline dexaméthasone, mais il faut une pommade à la dexaméthasone, que ce soit donc le sterdex, le tétracycline, la frapidex, le cigrol ou le pogradex. Donc il faut toujours un dex quelque part de dexaméthasone parce que c'est inflammatoire. Il faut masser, bien sûr, il ne faut pas prolonger le traitement à la dexaméthasone trop longtemps. Je donne en général 2 semaines de traitement. Oui, c'est assez long, parfois 3 semaines, pour éviter l'incision justement. Si on fait correctement le traitement physique et le massage à la dexaméthasone pommade, en général, il est rare qu'on ait besoin de les inciser. Bien sûr, il faut être sûr qu'il n'y a pas d'atteinte cornéenne, que l'enfant ouvre bien l'œil, il n'y a pas mal, il n'y a pas de sensation de corps étranger, il y a une petite sensation de gêne, c'est très gênant. Hein. Pour en avoir fait récemment, c'est vraiment gênant et peu douloureux. Alors, si vous permettez, merci professeur Kitani, je veux juste faire une deuxième question, je ne me souviens plus, peut-être. Oui, l'adénovirus, moi, je suis pour l'éviction scolaire, au moins une semaine, voire 2 semaines. Ça ne fait rien et on gagne beaucoup de conjonctivite à éviter dans la classe. Juste pour l'uvéite, l'atteinte ophtalmique en matière d'AGI, l'uvéite, comme a bien précisé le professeur Kitani, elle est silencieuse. Donc c'est nous qui devons aller la chercher. S'il vous plaît, on reçoit les malades au stade de complications, au stade de cataracte, de glaucome. Donc c'est l'intérêt, surtout dans la forme oligo-articulaire chez la petite fillette et quand l'anticorps antinucléaire est positif. C'est l'intérêt des anticorps, en principe, ils n'ont pas beaucoup d'apport dans le diagnostic lui-même, c'est dans la classification et dans les complications. Donc s'il vous plaît, demandez l'anticorps antinucléaire dans les formes oligo-articulaires et demandez un examen ophtalmo tous les 3 mois, même en absence de signes. Je vous remercie pour cette remarque, parce qu'effectivement, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Ça n'a rien à voir de les voir au moment où ils font une petite uvéite ou au moment où ils ont déjà un éristomate, une kératopathie en bandelette, ils sont en cécité quasiment. Les organisateurs demandent d'arrêter la séance. Merci beaucoup. Merci.